Oppidum, le podcast. Oppidum, le podcast de l'histoire du Bas-Limousin. Dans le Bas-Limousin, il y a un millénaire, parfois davantage, s'enracinaient des familles dont les patronymes résonnent encore au XXIe siècle. Très peu ont subsisté, une longévité à l'échelle du temps de l'histoire de France. Les Aubusson, les Noailles, les Rochechouart, les Turenne, les Bonneval, une famille d'extraction chevaleresque qui a fait souche en 930 sur un site qui surplombe ce qui allait devenir Coussac-Bonneval. Oppidum, le podcast. Géraud de Bonneval, vous avez le titre de marquis de Bonneval, vous êtes le propriétaire du château de Bonneval, une place forte qui se transmet au sein de votre famille de génération en génération. Vous considérez-vous comme une sorte de dépositaire finalement d'une histoire familiale longue de plus d'un millénaire aujourd'hui? Oui, je me considère, je suis un maillon d'une grande chaîne. Notre famille, selon la tradition orale, serait déjà dans Coussac à partir de 930. Et ce que nous avons dans nos archives, qui attestent vraiment, c'est à partir de 1050. Une pierre datée de 930 a été incorporée dans la maçonnerie de l'une des tours du château. Est-ce que c'est véritablement à cette date que la dynastie de Bonneval voit le jour, à Coussac-Bonneval? Oui. Alors, une petite correction, cette pierre, elle est gravée, c'est dans la chapelle, c'est pas dans une tour, dans la chapelle du château. Ça, c'est Hippolyte de Bonneval qui l'a fait graver en 1850, cette pierre, justement pour suivre cette tradition orale, comme quoi Bonneval aurait été, les premières constructions de Bonneval auraient daté de 930. Donc, pour rappeler cette tradition orale, il a fait graver cette pierre au niveau de la chapelle 930, qu'on peut la voir quand on visite le château. Que sait-on, monsieur le marquis, même partiellement de vos ancêtres? Que savez-vous d'eux? Des ancêtres qui remontent à cette époque-là, c'est un peu difficile, mais par contre, à partir de Géraud de Bonneval, donc 1050, que nous avons dans nos archives, et également sur l'arbre généalogique, c'est de là que commencent justement toutes nos archives et justement la construction de l'arbre généalogique, parce que Géraud de Bonneval, à cette époque-là, avait fait une donation de terre qu'il possédait à Solignac. Il avait fait des donations à un monastère, à des moines. Et donc, ce document de donation, nous l'avons dans les archives. Donc, c'est à partir de là qu'on a pu tracer jusqu'à pratiquement aujourd'hui. Alors, Géraud de Bonneval, vous confirmez ce qu'a écrit Joseph Nadeau dans son nobiliaire du diocèse et de la généralité de Limoges. J'ai regardé, à la page 202, on trouve dans le XIe siècle un Géraud de Bonneval qui, par lettre de 1055, écrit-il, abandonna à Adalfred ou Alfred, abbé et aux moines de l'abbaye de Solignac en Limousin, une broderie. Alors, c'est une petite ferme appelée dans l'acte Massum Montilli. Alors, selon mes propres recherches, Massum en latin signifierait maison, et puis Montilliis, qui est probablement le patronyme de celui qui y habite. Donc, on est quasiment au tout début du XIe siècle. Oui, tout à fait. Ça confirme bien justement ce que nous avons dans nos archives. Mais nous, dans nos archives plus exactement, c'est 1050. Ouais. On remarquera aussi que vous portez le même prénom que votre ancêtre Géraud. Je ne sais pas si ça s'écrit de la même façon. On imagine que c'est pas un hasard dans la famille. Hein. Non, c'est pas un hasard. Mes parents ont voulu justement, quand je suis né, rendre hommage à Géraud. L'unique chose, c'est que ça s'écrit un peu différemment. Parce que le premier Géraud, c'est en ancien français, ça s'écrit à A-U-L-T à la fin, alors que moi, c'est A-U-D. Alors, le château de Bonneval aurait été bâti sur les bases d'une première forteresse qui avait été probablement érigée par votre ancêtre Géraud de Bonneval. Vous êtes d'accord avec cette possibilité? Oui, je suis d'accord, tout à fait. C'est Jean Ier ensuite qui bâtit la place forte telle qu'on la connaît, voilà. Mais à l'endroit même où est bâti le château de Bonneval, il y a fort probablement une construction beaucoup plus ancienne, même peut-on l'imaginer, une construction gauloise ou gallo-romaine, pourrait-on dire? Oui, plutôt gallo-romaine. Il me semble que d'ailleurs votre famille avait retrouvé dans les douves du château, parce qu'on reviendra sur l'architecture de votre château, mais il me semble que votre famille avait retrouvé des pièces de monnaie sur lesquelles on pouvait lire SPQR, c'est ça? Oui. Senatus Populus Quirebanus. Voilà. Le Sénat et le
de Rome en français. Ouais. Voilà. Et aussi, également, c'était sur cette pièce de monnaie, que d'ailleurs on peut la voir, elle est à la Bibliothèque nationale de Paris, cette monnaie. On peut voir également Kosoaku Bonoaudu, aussi écrit sur cette pièce de monnaie. Kosoaku Bonoaudu, ça peut peut-être évoquer Cusack Bonneval. Ouais. Alors Jean Ier, seigneur de Bonneval, construit au début du XIVe siècle le château tel qu'on le connaît aujourd'hui. Est-ce qu'on en sait plus sur ce chantier et sur ses remaniements successifs ? C'est un chantier qui apparemment aurait duré 100 ans. Donc le château aurait commencé pour les visiteurs quand ils viennent visiter le château, par la grande tour qu'on appelle le donjon. Et ensuite, se serait fait toute une courtine en allant vers la tour qu'on appelle aujourd'hui la tour du diable. Ce sont ces 2 tours plus cette façade, la partie la plus ancienne du château. Le château est un des rares châteaux en Limousin à posséder un pont-levis. Vous me corrigez si je me trompe, mais je crois qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup. Et puis des douves, à la seule exception près que ces douves ne sont pas remplies, contrairement à quelques châteaux en Corrèze, notamment le château du Bazanet, me semble-t-il, sur la commune de Saint-Fréjou, qui est donc doté de douves défensives qui sont toujours remplies. Oui. Bonneval possède 2 ponts-levis même. Des douves qu'aujourd'hui on les aperçoit encore, mais à l'époque elles étaient beaucoup plus profondes. Et puis c'était des douves doubles même. Donc il y avait vraiment une grande descente, ensuite on remontait, puis encore une autre descente pour pouvoir ensuite arriver près de la fosse Bray, parce que le Bonneval était entièrement entouré par un petit muret qu'on appelle une fosse Bray, qu'on ne voit plus aujourd'hui. Ces douves n'ont jamais été remplies d'eau, sauf au XVIe siècle. Un de nos ancêtres, Germain, avait voulu tenter une affaire de pisciculture. Donc il avait fait mettre de l'eau, et ensuite il s'est rendu compte que l'eau, non seulement la pisciculture, c'était pas quelque chose de très très rentable, mais surtout que ça commençait à apporter aussi des problèmes au niveau de la structure du château. Donc il a fait assécher tout ça, et puis les douves sont restées secs jusqu'à aujourd'hui. Oppidum, le podcast. Vous écoutez Oppidum, le podcast de l'histoire du Bas-Limousin. Géraud Bonneval, il y aurait beaucoup à dire sur le château. On va retenir 3 éléments. Alors, le premier est étonnant, c'est la devise familiale. Le deuxième est légendaire, c'est cette légende de la tour du diable dont vous faisiez à l'instant référence. Et puis le troisième est plutôt intriguant. C'est une horloge qui est visible dans la cour intérieure du château. C'est une très belle cour Renaissance. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces 3 éléments ? La tour du diable, c'est la tour la plus haute du château. Elle a 44 mètres de haut. D'ailleurs, c'est notre point justement de vue quand on veut aller surveiller un petit peu les toitures. Elle doit ce nom de tour du diable d'une légende a écrit justement cet ancien anneau Hippolyte. Le château aurait subi pendant un tremblement de terre toute la partie, on est au XIIe siècle, là, hein. Toute la toiture se serait effondrée. À cette époque-là, le marquis n'était pas là, il était en croisade, donc il se trouvait à l'intérieur du château uniquement sa femme et sa fille, donc il y avait Daman et Aliénor qui étaient présentes. Et donc naturellement, elles étaient terrifiées par voir cette tour complètement dévastée, quand tout d'un coup arrive, juste ce soir-là, un chevalier. Le chevalier de la Côte Brûlée, c'est ça ? De la Côte Brûlée, exactement, qui était arrivé avec une armure, enfin tout en noir, sur un cheval noir, enfin quelque chose vraiment qui attirait vraiment l'attention. Ça laissait présager quelque chose d'assez lugubre. Ça laissait présager un petit peu, mais bon, mais très très beau, enfin très... et qui demande hospitalité. Bon, à cette époque-là, ça se faisait toujours justement, entre chevaliers et entre nobles, de donner hospitalité. Donc, Daman accepte justement de lui offrir une nuit. Et lui, naturellement, avait aperçu cette tour et il dit à Daman, écoutez, madame, je vois que votre fille est vraiment très très belle et tout. Si jamais vous me laissez marier avec elle, je vous reconstruis cette tour dans la nuit, parce que je beaucoup voyagé, je connais l'art de la magie et je peux très bien vous arranger cette tour. Aliénor était quand même assez emballée par le sire de la Côte Brûlée, donc Aliénor finit par accepter. Le lendemain, tout le monde se précipite pour voir vraiment s'il avait tenu promesse, et vraiment la tour, elle était debout comme si rien ne s'était passé. Alors on fait venir le curé pour pouvoir
octroyer le mariage. Le curé trouve quand même une tour rebâtie comme ça en une nuit. Ça lui paraît quand même un peu louche. Il sent aussi une petite odeur de soufre à côté du cire de la côte brûlée. Il dit tout ça, ça me paraît très très étrange. Alors surtout le soufre, hein, ça doit l'alerter. Le soufre, exactement. Donc il prend un petit peu de l'eau bénite. Il bénit la tour avant, c'est là exactement que ça a été le point crucial. Et ensuite, il jette de l'eau bénite un petit peu sur le cire de la côte brûlée, qui alors là, naturellement, se transforme en Satan, en blasphémant. Et puis, il essaye de renverser la tour. Donc, il donne un gros coup de pied dans cette tour qui, heureusement, avait été bénite avant. Donc, elle n'est pas tombée, mais elle est lézardée. Elle porte une fissure qu'on peut voir jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, donc ça c'est la légende de la tour du diable. Il y a aussi donc un autre élément, c'est cette horloge. Alors, c'est un élément assez intriguant. Je vous avoue en toute honnêteté, je ne me souviens pas pourquoi il est intriguant, mais en tous les cas, je sais qu'il y a quelque chose autour de cette horloge qui est visible depuis la cour intérieure. Cette horloge, elle a une devise, elle porte une devise. Sur cette devise, on peut lire « Toute blesse, une seule tue, pensez à la dernière ». Alors, toute blesse, une seule tue, c'est quand même une citation latine qu'on peut retrouver sur plusieurs églises. Mais par contre, le « pensez à la dernière » a été rajouté par mon grand-père. J'ai trouvé, si vous le permettez. Pardon ? Je pense avoir la bonne réponse. Ah, vous l'avez trouvé ? Ça vous évoque ? La minute ? Exactement, ouais. Voilà. Ce sont les minutes. Eh bien, ça passe, mais il y en a une qui, malheureusement, elle sera la mort. Voilà. Elle sera fatidique. Et puis la devise familiale en occitan, c'est une particularité, ça aussi. Oui. Alors, c'est victorieux à tous les hasards, qu'on pourrait traduire comme victorieux contre tous les dangers. Elle est en occitan parce que Bonneval, toujours, et puis même jusqu'à aujourd'hui, ont toujours voulu être quand même assez proches du peuple, assez propres des villageois qui habitaient dans le bourg. Donc ils ne voulaient pas mettre quelque chose, c'est pas tout le monde à l'époque qui parlait le latin, donc ils ne voulaient pas mettre une devise en latin, et ils voulaient mettre une devise en langue locale. Donc c'est pour ça qu'elle est en occitan, donc c'est Victorius a todos los hasards. Alors je vais ressortir mon nobiliaire de Joseph Nadeau. D'azur à un lion d'or, armé l'empassé de gueule pour support 2 griffons d'or. Voilà la définition que donne l'abbé Joseph Nadeau dans le tome 1 de son nobiliaire. Alors il écrit toujours à la page 202, c'est intéressant parce que vous parliez des villageois au pied du château. Cette maison a toujours, alors, la maison Bonneval, cette maison a toujours passé pour une des plus nobles du Limousin, où l'on disait autrefois, ouvrez les guillemets, richesse d'écart, noblesse de Bonneval. Oui, Bonneval noblesse, oui. Ouais. Page 202 de ce nobiliaire. On dit, Géraud de Bonneval, qu'Henri IV dormit au château, une chambre porte d'ailleurs son nom. Oui, il y a la chambre qu'on appelle la chambre du roi. Henri IV, c'était Henri de Navarre. C'était Henri de Navarre à l'époque, pardonnez-moi. Henri de Navarre. En 1569, il y a eu une bataille pas très loin de chez nous, à La Roche-l'Abeille, et c'était encore les guerres de religion, c'était les protestants contre les catholiques. Et Henri de Navarre donc, avait pris part à cette bataille. Et avant d'aller à La Roche-l'Abeille, il dormit à Bonneval et il est parti ensuite avec Gabriel de Bonneval à cette bataille. Évoquons le destin de vos ancêtres Claude Alexandre de Bonneval, devenu Pacha à 3 queues, c'est important de le souligner. Oui, alors Claude Alexandre de Bonneval, c'est le personnage un peu le plus connu de la famille Bonneval. Est-ce que c'est le plus excentrique ? Ah, je pense, oui, c'est le plus excentrique. On pourrait, d'ailleurs, on cherche à faire un film ou même une série sur sa vie, parce que c'est quelque chose vraiment d'énorme. C'est un aventurier avant tout. Hein. C'est un grand aventurier. Il est à cheval entre le 17e et le 18e, mais de ce qu'il a fait, terminé Pacha à 3 queues, comme vous le disiez, c'est... 3 queues, c'est pas comme si 3 étoiles pour un général aujourd'hui, mais c'est une histoire rocambolesque. À 10 ans, il était enseigne de vaisseau. À 14 ans, il était déjà... il avait pratiquement toute une infanterie avec lui. Ensuite, il avait un fort caractère. Ça s'est un peu mal passé avec le ministre de la Guerre, de Louis XIV à l'époque. Donc, il a dû partir. Il est allé... chez le prince Eugène en Autriche, où là il a fait aussi participer de plusieurs batailles et tout, mais avec toujours son caractère, il en voulait toujours plus. Donc au bout d'un moment, le prince Eugène aussi, ça s'est pas très bien passé. Donc enfin, il a terminé à Constantinople, c'est ça ? À Constantinople, exactement, où là il a mis sur pied
toute l'infanterie et toute l'armée ottomane, qui à l'époque n'était pas très avancée. Ils étaient encore avec une armée qui datait encore peut-être de Soliman. Vous voyez, donc c'était vraiment quelque chose d'assez ancien. Il a construit une école qu'on peut appeler, qui existe jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, qui est la Saint-Cyr, un petit peu de chez eux, c'est-à-dire qui forment les militaires, alors. Qui formaient des militaires. Des officiers militaires. Des officiers un peu d'élite, justement. Donc il avait formé ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a eu après ensuite ce titre de Mahmoud Ier, qu'il a eu ce titre de Pacha à Trois-Queues. Géraud de Bonneval, comment votre famille est-elle parvenue de génération à génération à transmettre ce château ? À l'heure actuelle, c'est pas évident, mais je dois dire que c'est César Phébus, donc c'est au XVIIIe siècle. César Phébus a eu une très bonne idée. César Phébus était toujours très soucieux de faire que Bonneval reste dans la famille, pas seulement Bonneval, mais tous les documents aussi restent dans la famille Bonneval. C'est lui d'ailleurs qui s'est acharné à trouver toutes sortes de documents d'archives et tout ce qu'il pouvait trouver sur Bonneval. Eh bien, il les rachetait pour pouvoir les mettre dans les archives. Et il s'est dit que si on veut transmettre Bonneval, il ne faut pas couper les terres, il ne faut pas couper le titre, c'est-à-dire qu'il faut qu'on transmette tout ça en bloc. Parce que si on commence à séparer un peu les choses, c'est là qu'on risque de les perdre. C'est-à-dire que si on transfère uniquement le château à quelqu'un et qu'on transfère pas les terres, à l'époque les terres rapportaient, eh bien Bonneval n'avait aucune source de revenus. Donc il disait, voilà, quand on va transmettre Bonneval, eh bien il faut qu'on transmette en bloc. Donc il y avait le château, le titre de marquis et les terres qui étaient transmises. Et toujours à quelqu'un de la famille, ou le plus proche de la famille, à un cousin. Donc c'est ce qui s'est passé. Jusqu'au XVIIIe siècle, Bonneval est descendu en ligne directe, donc pratiquement 2050, comme on disait tout à l'heure, jusqu'au XVIIIe siècle. César Phébus n'a pas eu de garçon mâle, donc il a dû passer le château à son cousin. Son cousin l'a hérité. Ensuite, pareil, le cousin n'a pas eu après d'enfant. Donc vous voyez, c'était toujours transmis comme ça, mais toujours en un bloc. Ouais. Toujours Bonneval, le titre et les terres. Au XXIe siècle, Géraud de Bonneval, à quoi ressemble la vie de château, votre vie de château ? La vie de château, ça a un peu changé de l'époque vraiment de la vie de château. Aujourd'hui, les propriétaires de châteaux deviennent des gestionnaires. Les châteaux, pas malheureusement, mais les châteaux aujourd'hui deviennent des entreprises au fond. Aujourd'hui, ce sont des maisons qui coûtent quand même assez cher au niveau de restauration. Il faut les entretenir. Tout prend des proportions quand même assez importantes. On parlait de la tour du diable. Donc des fois, quand il y a des ardoises qui glissent, eh bien, il faut monter à 44 mètres de hauteur. Et aujourd'hui, il faut tout de suite des nacelles, des choses assez sophistiquées qui coûtent quand même assez cher. Donc aujourd'hui, la vie de château, c'est une vie un peu de gestionnaire. On gère un peu le château comme on gère une entreprise. On essaye de trouver des activités, des événements qui puissent rapporter pour faire que le château puisse au moins s'autofinancer. Géraud de Bonneval, une dernière question, mais est-ce que je peux aller beaucoup plus personnelle pour le coup ? Vous y répondez si vous avez envie d'y répondre. Qu'est-ce qu'on ressent quand on passe le pont-levis et qu'est-ce que vous ressentez, vous, en tant que membre de cette famille très ancienne du Limousin ? C'est une des plus anciennes. Hein, c'est une des plus anciennes. Ouais. Je ressens beaucoup de fierté. Je trouve que quand on passe ce pont-levis, qu'on regarde un petit peu cette construction, qu'on regarde cette bâtisse, tout ce qu'elle a traversé, si les murs, comme on dit, si les murs pouvaient parler, qu'est-ce qu'on n'entendrait pas de Bonneval ? Je ressens beaucoup de fierté de tout ce qu'ont fait mes ancêtres et comme ils se sont acharnés vraiment à maintenir Bonneval, parce que bon là on en a parlé assez brièvement, mais il y a eu quand même beaucoup de sang versé pour porter Bonneval à son plus haut niveau. Donc c'est ça, oui, je sens beaucoup de fierté, des fois un petit peu d'angoisse, un petit peu pour savoir si vraiment je vais continuer et être toujours le même maillon et pas surtout pas être le maillon faible de cette grande chaîne, de cette famille. Heureusement, mon fils s'y intéresse, même ma fille s'y intéresse également beaucoup au château. Donc je pense que l'avenir est assuré. Retrouvez Oppidum, le podcast de l'histoire du Bas-Limousin sur toutes les plateformes de podcast. Et sur oppidum-podcast.fr, réécoutez l'ensemble des podcasts. Découvrez des articles exclusifs, l'iconographie des thèmes abordés et les bibliographies. oppidum-podcast.fr